Alix, là, c'est phénoménal quand même. On a une vue exceptionnelle. Tout est là. On a le Palais des Papes, on a Avignon, le paysage de plaine du Rhône. On a quand même le Mont Ventoux et puis on a le Mistral. Cet énorme paysage, il fabrique le jardin. Le jardin, il n'aurait pas la même ampleur, il ne serait pas aussi beau si on n'avait pas tout ça en face de nous. Le jardin, comme l'architecture, est un acte aussi fort d'affirmation. Et il y a une architecture de domination ici, on la sent bien. Dans la mesure où l'abbaye est au sommet, le fort l'entoure, on se retrouve avec quelque chose qui est de proportions tout à fait considérable et un peu, bien évidemment, spécifique à cet ensemble. Et Alix, on est dans une situation de confrontation quasiment avec le Palais des Papes. Tout à fait. Ça, dans l'histoire, c'est pas inintéressant. Dans l'histoire politique, c'est pas inintéressant aussi, puisque ici, nous sommes aux limites du territoire du Royaume de France. Et donc, nous avons naturellement l'affirmation de la force de la royauté en face des comtes de Provence et des papes au XIVe siècle. Là, on est côté français. Côté Royaume de France. Royaume de France. Donc, il y a là aussi un jeu subtil de rapport entre ces deux territoires qui marquent l'histoire de la Basse-Provence, bien sûr. Ce qui est très beau, c'est ce paysage arboré. Il y a un dialogue qui s'opère au-delà de la plaine, au-dessus de la plaine, et qui est absolument exceptionnel. Mais Avignon, c'est pas une petite ville. Comment se fait-il que ce paysage soit aussi préservé aujourd'hui ? Parce que là, on tire sur plusieurs kilomètres, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Là, nous avons plusieurs facteurs. Tout d'abord, bien sûr, l'édification du Rhône et l'histoire de sa canalisation, mais également aussi des dispositifs de protection juridique qui ont fait que dès 1933, avec la protection des sites du Rocher des Dons et du Palais des Papes et du grand paysage qui le déterminait, il y a eu déjà un premier geste fort. Et en même temps, après la guerre, en 1945, il a été décidé de protéger le panorama. Le fleuve plus le patrimoine, c'est cela, permet de fabriquer ce paysage de Provence. Oui. Guillaume, qui était Gustave Fayet ? Oui, Gustave Fayet est né en 1865, dans une famille méridionale, languedocienne très exactement. Mais chez les Fayet, la peinture est le roman de l'existence. Et à la fin du XIXe siècle, il va constituer une collection d'art moderne parmi les plus prestigieuses, autour de Paul Gauguin, de Vincent van Gogh, ce qui nous ramène à la Provence d'ailleurs, ce qui est très important pour Gustave. Et il présentera d'ailleurs comme conservateur des musées de Béziers en 1901 le premier Picasso, Femme au bord de la mer, qui a été présenté en France. Alors l'autre figure de l'abbaye de Saint-André, c'est Elsa Köberlé, qui était comme Gustave Fayet, une artiste. Alors Elsa est la fille du docteur Köberlé, éminent chirurgien de Strasbourg, qui est à l'époque évidemment terre d'empire, terre allemande. À un moment donné, elle fait le choix de Paris et c'est là où elle va commencer à publier, sous un pseudonyme d'ailleurs, ses premiers poèmes au Mercure de France. Et donc, quand elle rencontre en 1916 Gustave Fayet, une amitié se noue tout de suite sur la création artistique. C'est ça ce qui crée, évidemment, et qui fait le ciment de leur relation. Et c'est une amitié intense, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des excentriques, et leur amitié, immédiatement, une amitié très intense. Quand on voit Saint-André, on voit évidemment l'échelle de cette intensité, puisque Elsa écrit à son ami Gustave Fayet « J'ai découvert la maison de ma vie, mais je n'ai pas d'argent », et que Gustave lui répond « Où est le problème nous allons gagner la guerre, vous allez redevenir française, récupérer votre argent, et d'ailleurs j'ai acheté Saint-André ». Parce qu'il y a tout de suite une intensité dans leur amitié,
et surtout une rapidité, puisque entre l'achat et leur rencontre, il se passe très peu de temps en fait. Les choses vont à une vitesse folle. Il y a une urgence qui dit quelque chose, à l'évidence, et qui est, voilà, le but, c'est pas l'acquisition. À l'évidence, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, ça passionne. Là, ça bouillonne, et les idées se croisent, et il va accompagner jusqu'au bout pour réaliser ce rêve qui va s'incarner ici, sur cette terre de Provence, bien sûr. Alix, dans quel état sont les jardins quand Elsa Kéberlé découvre l'abbaye de Saint-André? Ce sont des espaces qui sont absolument admirables par les paysages qu'ils laissent découvrir, mais qui sont en quelque sorte abandonnés. Il y a quand même un petit choc un peu romantique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à cette époque, ce qui est dans un mauvais état, aux yeux des artistes, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aussi. Tout à fait. C'est la poésie des ruines. Ouais. C'est le goût du sublime aussi qui naît au XVIIIe siècle et se développe encore à l'époque romantique. Et c'est aussi une Provence qu'on va en quelque sorte reconstruire. Et cette recherche à la fois de racines méditerranéennes et en même temps aussi de lieux qui sont des lieux d'émotion. C'est un lieu qui génère énormément d'émotions chez tous ceux qui le visitent en fait. Et Alix, pourquoi va-t-elle s'affairer immédiatement à la création d'un jardin? Je crois qu'il y a là un goût de lier l'art et le faire, en fait. Elle a envie de construire un projet avec cette amie et donc d'associer la poésie du lieu et en même temps aussi la possibilité, sur un terrain qui est au fond vierge, de créer quelque chose qui va leur permettre à la fois de valoriser cet espace, mais en même temps aussi d'y créer une certaine intimité, puisqu'il est abandonné. Comment va-t-elle dialoguer entre composition du jardin, dessin du jardin et poésie? Alors, je pense par quelque chose qui est avant tout un dialogue, mais qu'elles font à deux. Car Elsa n'est pas la seule à proposer. Eugénia, qui est peintre, va aussi avoir son avis à donner. Donc, si vous voulez, c'est un croisement entre peinture, paysage, poésie, littérature Architecture. et architecture. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous permet, Alix, de parler ici de jardin italien? Il est d'inspiration à partir du moment où nous nous trouvons sur des éléments qui rappellent les grandes compositions des jardins florentins. Je dirais que c'est peut-être par le souci du raffinement, un travail aussi de très très attentif aux plantes, à la manière de les disposer dans l'ensemble, bien évidemment. Les pentes, les terrasses. Mais sans la luxuriance de l'eau. Ouais. Car nous avons quelques bassins. Ouais. L'eau est rare ici, il faut, je crois, le rappeler. Mais il y a quelque chose de très subtil, de très raffiné dans ce projet. Oui.
Qu'est-ce que tu leur fais? Je les aère, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis un certain temps. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de dégager tout le centre du rosier, enlever le bois mort qui s'est accumulé, enlever les branches qui se croisent aussi. Enfin, tout ce qui empêche l'air de circuler et la lumière d'entrer au centre de la plante. Ils ont l'air de suffoquer quand même. Là. Les rosiers, en général, et celui-là en particulier, sont des plantes qui sont très gourmandes en matière organique. Et en fait, là, on est en présence d'un sol qui a vieilli, qui est appauvri. aussi historique que le jardin, et qui s'est appauvri petit à petit. C'est un sol sableux limoneux, avec une infime partie d'argile. Donc voilà, on voit très bien dans ta main, tu vois, le test pour savoir un petit peu ce que le sol qu'on a, c'est le test dit du boudin. Et là, il faut s'accrocher pour faire un boudin. C'est un sol sur lequel on n'arrive quasiment pas à obtenir un point de ressuyage, c'est-à-dire le moment où la terre n'arrive plus à absorber l'eau, et qui est le moment où on arrête l'arrosage. Parce que c'est le principe d'un bon arrosage, c'est un arrosage copieux de temps en temps, plutôt qu'un arrosage superficiel tous les jours. Donc il faut, voilà, là on réfléchit à des solutions de fond pour essayer de redonner vie à ce sol. La première chose à faire, évidemment, c'est d'amender le sol. Alors, amender le sol, ça veut dire venir lui apporter les éléments qui lui manquent. L'élément principal, ce sera le paillage de la roseraie. C'est-à-dire la litière que vous allez Donc, déposer. une litière qu'on va déposer sur toute la surface pour ne pas laisser la terre à nu, parce que c'est jamais bon de laisser la terre à nu. Ça n'existe pas d'ailleurs. Non, sur Terre, ça n'existe pas. Sauf dans les déserts. Mais... Voilà. Et donc là, d'ailleurs, c'est un petit côté effectivement désertique en ce moment. Donc la décomposition progressive de ce paillage, là, ce sera du broyat de peuplier. C'est-à-dire des déchets d'écorce qui sont broyés. Et petit à petit ramener une vie organique dans ce sol qui en est totalement pour l'instant dépourvu. Et là, tu t'attaques à un sérieux problème, c'est finalement l'emblème, le petit bijou du jardin qu'il va falloir restaurer. Là. Voilà. Alors c'est un enjeu, c'est un beau défi. C'est un beau défi, mais c'est passionnant parce que ça fait partie de l'histoire du lieu. Pour moi, un jardin historique, c'est aussi ça. C'est un lieu où l'histoire continue de s'écrire, parce que le jardin, c'est un organisme vivant. Et c'est par terre de rose dans le jardin italien. On a beaucoup de tendresse pour eux, et puis pour la place qu'ils avaient dans le projet d'Elsa. Donc, il faut essayer de faire le maximum pour leur permettre de vivre, et puis d'occuper la place qui est la leur dans cette roseraie. Sylvie, vous avez bien connu Roselyne Bacou. Elle devient héritière de l'abbaye de Saint-André en 1950, à 28 ans. Est-ce qu'elle était préparée à cet héritage ? Alors préparée, je ne saurais pas vous dire avec exactitude si elle l'était. En tout cas, elle m'a souvent dit que ça avait été pour elle un beau cadeau, mais empoisonné, mais qu'elle y avait mis toute son ardeur. Ça a été particulièrement difficile, disait-elle, d'autant plus qu'elle tenait à monter des projets de réhabilitation du lieu. Autant Elsa Köberlé s'était intéressée et avait redonné vie au jardin du bas, autant elle souhaitait mettre en muséographie, si j'ose dire, les jardins du haut et exprimer un dialogue entre les ruines et les jardins, le jardin méditerranéen qu'elle envisageait. Consciente des contraintes, puisque c'est un rocher battu par les vents, et en plus, il n'y avait pas d'eau.
Donc c'était très compliqué d'envisager autre chose que des espèces, des essences qui puissent s'intégrer, s'harmoniser avec les ruines sans les détruire. Donc un dialogue entre les deux, mais sans que, disait-elle d'ailleurs, l'un prenne le pas sur l'autre, la nature sur les ruines ou les ruines sur la nature. Ses premières actions dans le jardin, ce sont des fouilles. C'est Tout ça à qui fait. l'intéresse. Tout à fait. Donc, elle a une formation d'historienne de l'art, ça, incontestablement. Et la première chose qu'elle souhaite faire, c'est le dégagement des ruines De la partie haute. de la partie haute, et notamment aux deux églises hautes, Saint-André et Saint-Martin. Et s'apercevant que sur le site, il y a beaucoup de sarcophages, puisque l'essence même de cette abbaye est d'avoir été une abbaye funéraire, elle va décider, très intelligemment d'ailleurs, de les réunir en un seul et même lieu, l'endroit où ils se trouvent actuellement, c'est-à-dire entre les deux églises. Et c'est lui, ce qui est amusant, c'est qu'elle en met un dans l'axe, puis elle va mettre un petit liseré d'iris tout autour. Ah oui, C'est assez ça, typique de ce lieu, en fait. typique de ce lieu, pas franchement archéologique, Non, elle effectivement. s'amuse, quoi. Oui, tout à fait. Elles mettent en muséographie, en Ouais. fait, les lieux, et avec cette allée centrale notamment, et disposant bien régulièrement de chaque côté, ce qui vraisemblablement ne l'avait jamais été. Mais du coup, il y a une grande liberté à tous les niveaux, dans la manière d'agencer l'archéologie, dans la manière de ramener des objets dans le jardin, et puis dans la manière de jardiner aussi. Oui, et puis ceci dit, elle est quand même très rigoureuse dans ses recherches. Dans les conférences qu'elle fait, elle est extrêmement pointue et elle vérifie véritablement tout ce qui est dit pour être au plus près de la vérité. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on voit disséminer dans ce jardin des éléments qui vraisemblablement ne s'y trouvaient pas ou se trouvaient ailleurs. Donc elle a réaménagé véritablement, elle a muséographié cet espace. Le but étant aussi que le public puisse appréhender le lieu également de façon lisible. Donc, c'était l'ouverture au public quand même qui était un objectif pour l'aménagement de ces jardins. Avec elle, c'est par là que la plante échange. C'est un halo translucide autour de la feuille. Comparativement à la Côte d'Azur, par exemple, on ne va pas avoir les mêmes plantes qui poussent. Qui pousse, ouais. On va avoir des plantes plus rustiques, parce qu'il fait plus froid. Avec des feuillages Ouais. plus épais aussi. On Hein. le voit. Les feuillages, les feuilles sont petites, elles sont coriaces. Des fois, elles disparaissent. Il y a des arômes. Ouais, beaucoup. Ouais. Ici, avec le romarin. Ouais. Et donc, toutes ces plantes, quand même, autour de nous, sont des marqueurs de la Méditerranée. Ici, on trouve à la fois des choses qui se retrouvent à l'état naturel dans la garrigue, on trouve des choses qui sont plus ornementales. C'est ce mélange-là qui fait cette caractéristique de ces jardins. Alors, à quoi ressemble ce paysage en plein été, Véronique? Alors ça, c'est souvent un peu le désespoir des jardiniers. C'est que ces jardins méditerranéens, composés de plantes méditerranéennes, eh bien, en été, ils s'adaptent au climat. C'est-à-dire qu'ils se mettent au repos, un peu comme on faisait avant. L'été, on se met à l'ombre, on ferme ses volets. Et dans ces jardins, les plantes se mettent au repos. Alors, on croit qu'elles souffrent de la chaleur, mais surtout, elles se préservent. Et c'est pas le moment où elles font leurs fleurs, parce que faire des fleurs, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et ça nécessite donc d'être dans une saison où on a un climat doux, de l'eau. Et c'est pas le cas de l'été chez nous.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces jardins méditerranéens, c'est la simplicité des choses. La simplicité de la composition. Et je trouve que c'est vraiment ce qui a fait la... Ici, on est dans le jardin de Roselyne Bacot, vraiment dans la partie où elle a mis beaucoup de son histoire à elle. Et voilà, elle a su, avec très peu de choses, composer quelque chose de très fort, un jardin très fort. Et pourtant, c'est riche. C'est simple, mais c'est extrêmement riche. Ouais. Si on commence à regarder les petits détails, c'est fascinant. Et puis c'est riche parce que chacune de ces plantes nous raconte une histoire très riche. Exactement. L'olivier, bien sûr, nous raconte une histoire tellement forte. Ces oliviers nous rappellent, même sans en connaître l'histoire, je crois, ils nous rappellent tout ces jardins, que ce soit le jardin des Hespérides, les jardins d'Homère. On avait un rapport à l'immortalité aussi dans ces jardins qui était très grand. Et je trouve que ça nous touche profondément. Et même si on l'oublie, je pense qu'on le sent, que ce lien-là avec les arbres, il est extrêmement fort. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je sens et je trouve qu'il ne faut absolument pas le perdre, ce lien-là. Dans le jardin de l'abbaye de Saint-André, on a un jardin à l'italienne, pourrait-on dire, un jardin méditerranéen, et puis le mot qui chapeaute le tout, c'est le jardin de l'abbaye de Saint-André. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est encore un jardin d'abbaye, ou en tout cas que le jardin est lié à l'histoire de l'abbaye et pas seulement d'un point de vue archéologique? Non, c'est plus un jardin d'abbaye, c'est plus un jardin monastique. Et c'est vrai que dans la règle de Saint-Benoît, l'humilité et l'obéissance sont vraiment les deux vertus pivots de la vie du moine. L'obéissance étant la capacité à se mettre à l'écoute d'une parole qui vient de l'extérieur. Et c'est vrai que ici, on est quand même poussé à cette modestie, à cette humilité, de prendre ce pays et ce climat et ce sol tels qu'ils sont, et de s'y soumettre et avec eux faire quelque chose qui est beau. Voilà. Fin mai, dans les Hautes-Alpes françaises, face au massif de la Meije, un jardin sort de l'hiver. Le manteau neigeux a fondu, libérant en quelques semaines des centaines d'espèces végétales du monde entier qui émergent des prairies et des rocailles. Perché à 2100 mètres, le jardin du col du Lautaret est le jardin botanique d'altitude le plus haut d'Europe. En 1899, Jean-Paul Lachmann, professeur de botanique à l'université de Grenoble, crée le jardin du col du Lautaret pour étudier la flore de montagne et tester l'acclimatation des plantes. Aujourd'hui, le jardin est toujours un observatoire dédié à la préservation des plantes alpines. Maxime Rome est chercheur en botanique et en écologie.
Maxime, que signifie le terme alpin en botanique? Alors le terme alpin, ça correspond en fait à un étagement de végétation. Quand on parle d'étage alpin, c'est un étage où on n'a plus d'arbres, tout simplement. On le voit très très bien ici sur le Lorichard, cette montagne qu'on voit juste en face. On a des arbres en dessous de 2300 mètres d'altitude. Des feuillus, Alors, des conifères. Là, tu vois, on a par exemple du mélèze, on va avoir des aulnes, on a des choses comme ça. Et au-dessus de 2300 mètres d'altitude, on voit bien une espèce de séparation là. On n'est plus que sur de la plante herbacée. On n'est plus que sur des petites plantes. Et ça, c'est ce qui définit l'étage alpin. C'est cet étage où on n'a plus d'arbres. Alors, cet étage, si tu veux, ça peut varier par rapport aux différentes zones de la planète. Ça peut être 2300 mètres d'altitude dans les Alpes, mais si on est en Équateur, par exemple, c'est 5000 mètres d'altitude. Si tu vas, par exemple, en Patagonie, là, c'est un petit peu différent. On est sur des basses latitudes et on va retrouver un étage alpin qui est presque à 0 mètre d'altitude, avec des icebergs qui vont venir claquer contre le continent. Et en même temps, tu es déjà quasi sur des plantes alpines. On peut trouver des plantes alpines, finalement, sur pas mal de montagnes du monde. Donc Maxime, si je comprends bien, dans le jardin botanique du Lautaret, puisqu'on devine des feuillus et des conifères, on est dans l'étage qui est juste en dessous. Exactement, cet étage qu'on trouve juste en dessous de l'étage alpin s'appelle tout simplement l'étage subalpin et on va retrouver des formes arborées, effectivement, comme ces différents arbres. Jean-Paul Lachmann et ses successeurs ont peu à peu agrandi le domaine et le patrimoine végétal du Lautaret. À l'origine, 200 plantes étaient regroupées sur le site. Aujourd'hui, près de 2000 espèces ont été recueillies dans les montagnes du monde. Depuis le 19e siècle, étudiants et scientifiques viennent étudier la biodiversité remarquable du col du Lautaret. Chaque été, ils peuvent prendre leur quartier dans un chalet au cœur du jardin pour se consacrer à l'entretien des collections et à la recherche botanique. Jean-Gabriel Vallée est le directeur du jardin. Jean-Gabriel, pourquoi les jardins botaniques alpins fleurissent plus particulièrement au XIXe siècle en Europe, contrairement aux jardins botaniques traditionnels, ceux qu'on retrouve dans la plaine, qui eux démarrent dès le XVIe siècle? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. On a la mode, on a le goût pour les Alpes, le romantisme qu'on retrouve en musique, qu'on retrouve en littérature, qu'on retrouve également dans ce goût pour la conquête des sommets. Et puis également une dimension scientifique. On est dans un jardin qui dépend de l'université de Grenoble dès sa création et dans lequel on veut faire de la science, on veut comprendre comment ça fonctionne, on veut comprendre comment les plantes vivent dans ce milieu extrêmement difficile. Et donc on se dit que la meilleure façon de faire, c'est de mettre les jardins vraiment dans les Alpes et non pas dans les jardins de ville. Donc les territoires alpins, sont des territoires qui sont encore inconnus ou mal connus au XIXe siècle. Tout à fait, les montagnes font peur. Ouais. Les hommes ont peur des montagnes, ils n'y vont pas. C'est assez récent en fait, c'est effectivement au XIXe siècle qu'il y a toute une épopée où avec des méthodes incroyables maintenant à nos yeux, avec des échelles en bois, avec des cordes de chanvre, ils sont allés conquérir cette montagne et ça c'est très récent. Le jardin botanique alpin du Lautaret est dominé par le chalet Mirande qui accueille les jardiniers, les botanistes et les chercheurs. Plus bas, 2 chalets laboratoires sont consacrés à la recherche et déterminent l'entrée principale du jardin. De vastes pelouses et prairies sont découpées par 2 cours d'eau qui accompagnent des éboulis plantés, un mur de tuf, des banquettes pour plantes délicates et de nombreux massifs qui exposent les végétaux de l'étage alpin du monde entier. Ici, ce jardin, il s'est spécialisé dans la présentation des plantes
sur les milieux. Donc on a deux façons de présenter les plantes, soit leur origine géographique, l'Himalaya, le Caucase, le Moyen-Orient, les Andes, la Patagonie, les Rocheuses, les Alpes. Donc leur origine géographique, on fait 50 mètres, on change de continent, on change de montagne. On a une autre partie du jardin qui est située en haut du jardin, qui elle est consacrée au milieu qui nous entoure. Donc les éboulis de tel type de roche, les zones humides qui ont telle caractéristique, de façon à ce que dans un tout petit espace, on peut faire en fait le tour de toute la région de l'Otaray sur un carré de 100 mètres de côté. On peut avoir tous les milieux qui caractérisent les environs du Lautaret. La conception du jardin fait appel aux éléments minéraux et met en scène les plantes dans différents types de roches, notamment le calcaire et le schiste. Les botanistes peuvent ainsi observer les plantes et les fleurs de montagne dans leur milieu favori. Alors ici, Jean-Philippe, on est sur le mur en tuf. Le mur en tuf, c'est une réalisation qui date à peu près de 2009. On a récupéré des blocs de tuf. C'est cette roche calcaire. Très irrégulière. Voilà, très irrégulière, poreuse. Et à travers les expériences des jardiniers, on s'est rendu compte que finalement, cette roche convenait très très bien à la culture des plantes de falaise. Toutes les plantes qui sont dites rupicoles, c'est-à-dire qui poussent dans le rocher, et qui finalement nécessitent très peu de sol. Très peu de sol. Donc là, avec toute la porosité de cette roche, elles vont trouver des petits replis pour aller venir mettre leurs racines et se développer. Donc là, ici, on a un bon exemple avec une plante de la famille des renonculacées, famille du bouton d'or, l'ancolie. Ouais, qui est une plante très répandue dans nos jardins, mais pas sous cette forme. Exactement. On la reconnaît assez facilement avec ces espèces de petits éperons. Et cette plante-là, pour le coup, c'est une espèce un petit peu rare qu'on va trouver dans les Alpes du Sud. Voilà. Et elle pousse avec très peu de terre végétale, alors c'est ça, hein. C'est vraiment son milieu, c'est vraiment son écologie, une plante qui pousse quasi sans terre. Et alors même s'il n'y a pas de substrat, elle a l'air en pleine forme, hein. Oui, c'est vraiment juste l'humidité qu'elle va retrouver dans cette roche, plus les minéraux qui vont faire que cette plante va pousser. Ici, Jean-Philippe, on a ce qu'on appelle Artemisia umbelliformis. Alors, Artemisia umbelliformis, ça ne parle pas à beaucoup de monde, mais en fait, c'est le génépi jaune. Et ce génépi est un des génépis qui est utilisé notamment pour faire la liqueur. Et là, c'est le maximum d'ouverture de la fleur. Oui, alors. là, elle est un peu resserrée quand même. Elle est un petit peu resserrée, ouais. C'est ces espèces d'inflorescences très compactes qui donnent en fait la liqueur, une fois macérée dans l'alcool. Ça, c'est le génépi des glaciers, Artemisia glacialis. On a des têtes d'inflorescence terminale comme ça. Plus épanouies. Plus jaunes aussi. C'est un génépi qui sent aussi, qui est odorant. Si tu froisses la feuille, on a une odeur un petit peu plus poivrée. Et toujours cette couleur argentée qui est assez typique quand même. Oui, sur les genépis, les 4 espèces présentent cette couleur assez blanchâtre. Qui contraste avec la roche. Avec le tuf, c'est magnifique. Ouais. Bon, je vais quand même te montrer autre chose, un petit bijou qu'on a dans notre jardin.
Donc là, voilà, le Corydalis panda. Rien qu'au niveau de la fleur, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est magnifique. Ah, Ce bleu, il est incroyable. Et là, elle n'est pas encore complètement ouverte. Hein. Et cette plante, c'est particulier, mais elle a été découverte en 2007. 2007, dans les montagnes du Sichuan, autour de 4000 mètres d'altitude. Donc dans le sud-ouest de la Chine. Et on est apparemment 2 ou 3 jardins dans le monde à l'avoir en collection. Alors, nous, le gros problème, c'est qu'on n'a qu'un seul pied. Ah oui. Et il faudrait forcément avoir une deuxième plante pour espérer avoir des graines un jour. On pourra la reproduire et en avoir davantage. Et vous la présentez quand même au public alors? Et on la présente quand même au public, ouais. C'est un peu une fierté parce que c'est vrai que c'est une plante très rare et puis avec c'est vrai, une couleur assez particulière. Le jardin du Lautaret rassemble des plantes rares des Alpes protégées au niveau national, ainsi que des plantes du monde entier. Sa mission consiste à conserver ses collections et à fournir des graines à d'autres jardins botaniques. Cette tradition de collecte et d'échange entre botanistes existe depuis le XVIIIe siècle. Jean-Gabriel, les missions, les objectifs du jardin botanique ont-ils beaucoup évolué? Sur 120 ans, oui, forcément. Ce qui caractérise la période actuelle, c'est qu'on est ici au cœur d'une recherche extrêmement pointue. Alors ça paraît assez étonnant, mais on est là avec une tutelle du CNRS et de l'université Grenoble-Alpes, et on fait une recherche de très haut niveau, c'est le cas de le dire, sur l'écosystème qui nous entoure et sur comment il va se comporter dans le cadre de ce qu'on appelle les changements globaux, c'est-à-dire le changement du climat et puis le changement des pratiques humaines. Et ce que les gens ont du mal à réaliser ici quand ils viennent se promener dans ce jardin, c'est qu'en fait, grâce à ce jardin, grâce aux équipes de ce jardin, grâce à l'histoire de ce jardin, on a une science qui est unique à l'échelle française, voire européenne, c'est-à-dire une station de très haute montagne qui permet de faire des travaux qui sont quasiment pas faits ailleurs dans le monde. On a un centre en Autriche, un centre dans les Rocheuses, mais c'est des choses qui sont extrêmement spécifiques. Les recherches sont menées essentiellement par des scientifiques américains et européens. À quelques encablures de la station, dans la vallée de la Guisane, une expérience de grande envergure est menée depuis plusieurs années afin d'observer les conséquences du réchauffement climatique sur l'écosystème du Lautaret. Wilfried Tullier et Tamara Munkmüller, 2 chercheurs du laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, sont à l'initiative de ce projet appelé Alpage volant. Il mobilise une trentaine de personnes et va même jusqu'à littéralement déplacer les montagnes. Jean-Gabriel, là on est à 1950 mètres d'altitude, un petit peu en dessous du jardin du col du Lautaret. Et c'est ici que vous avez décidé de faire voler les alpages. En quoi consiste ce projet qui porte ce joli nom des alpages volants? C'est très simple. Les alpages qui étaient ici sont montés là-haut, et les alpages qui étaient là-haut sont descendus ici. C'est-à-dire On les a échangés. Donc, alors c'est qui c'est les chercheurs du laboratoire d'écologie alpine. Hein. Et donc on a découpé les morceaux de montagne, on les a amenés ici, puis les morceaux qui étaient ici, on les a transportés là-haut. Donc au total, à peu près 8 tonnes. 1, 2, allez, Une dizaine de trajets d'hélicoptère. Et donc le morceau qui vient d'en haut, il est ici, et il s'est pris 600 mètres, donc il s'est pris 2 ou 3 degrés de changement de température. Et c'est ça l'idée en fait. La grande idée qu'il y a derrière cette expérience, c'est justement d'étudier qu'est-ce qui se passe quand on déplace tout le bloc. Quand on déplace les micro-organismes, les plantes et les insectes aussi, une partie de l'expérience est centrée là-dessus. Et donc de voir ce qui se passe quand tout un bloc est soumis à un changement de quelques degrés. L'idée est de mimer le changement climatique et de voir ce qui se passe sur ces communautés. C'est une idée qui a l'air toute simple,
mais qui n'avaient pas été testées jusque-là. Alors, c'est des idées qui ont été testées ponctuellement. Les déplacements comme ça de population, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais c'est pas du tout la même chose de déménager en fait avec toute sa famille et ses amis que de se déplacer seul. Et ben là, c'est un petit peu la même idée de voir comment ce groupe constitué va se comporter dans ces conditions. Eh ben, on y va alors. Eh ben, ouais, c'est parti. Donc là, il pourrait y avoir du courant, mais je crois qu'il a été enlevé. C'est bon. Et tu vois, on est vraiment dans les alpages volants, tu vois, on est au milieu des vaches, et c'est aussi pour ça qu'on a mis ces clôtures tout autour, c'est parce que cette expérience-là, on n'a pas envie qu'elle soit broutée. Bien sûr. Donc on a protégé des moutons et des vaches. Ça, c'est les prairies qui viennent d'en haut, ici, tu vois, et ça, c'est que de la terre qui vient d'en haut. Et là, on voit bien que c'est pas du tout la même végétation que celle du champ. On a une végétation beaucoup plus rare. Tout à fait. Ouais. Donc on n'a pas les mêmes espèces, on n'a pas les mêmes plantes, on n'a pas du tout le même aspect. Et donc ces plantes qui sont arrivées ici sont installées là depuis le mois de septembre dernier. Et donc là maintenant, on observe, d'où ces quadrillages, pour compter, pour analyser, pour regarder quelles sont les espèces qui sont là, quelles sont celles qui repartent, à quelle vitesse. Et puis on va faire ce suivi pendant plusieurs années. Les conclusions de l'expérience sont attendues pour 2025, le temps nécessaire pour observer l'acclimatation des plantes. Les chercheurs pourront alors imaginer le nouveau paysage des Alpes dans l'hypothèse optimiste d'un réchauffement climatique de 2 degrés à l'horizon 2100. Dans le jardin, Finn Robinson, étudiant en biologie, s'intéresse ici aux saules présents à l'étage alpin. Alors Finn, tu as fini par trouver de quel sol il s'agit? Oui, tout à fait. Alors là, je suis assez content parce que là, ce sol-là, initialement, je pensais que c'était peut-être le sol glauque à cause de la feuille, de la couleur de la feuille. Finalement, je pense qu'on est sur le Salix helvetica, le Salix helvétique, qui est espèce protégée et qui est assez rare. Alors comment tu l'as reconnu? Déjà, à sa couleur blanchâtre. Après, au niveau du fruit, on a un fruit qui est un peu distinct sur l'helvetica, voilà, qui est un peu poilu, bien blanchâtre et assez réduit en taille comparé à d'autres fruits. Alors que là, le fruit est quand même assez allongé. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que les saules, dans le milieu alpin, prennent des formes extrêmement inattendues. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les dimensions d'arbres qu'on va retrouver dans la plaine. Bah, tout à fait, dans la plaine, on a plus l'habitude de retrouver le sol blanc ou le sol pleureur qui font plusieurs mètres en hauteur, alors que celui-ci, il fait 1,50 m maximum. Là, il a atteint un peu sa taille maximum. Mais on va retrouver des sols encore plus hauts en altitude qui ont des proportions encore moins inattendues. Non, encore plus inattendues. Ouais. Par exemple, on a un sol ici, c'est le sol Serpulifolia, le sol à feuilles de serpolet, qu'on peut reconnaître à ces petites feuilles-là qui ressemblent justement un peu au serpolet. Donc là, on a une plante qui fait à peine 1 cm de hauteur. Tout à fait. Et on est face à un arbre. Tout à fait. On a cette croissance plutôt naine qui est une adaptation pour pouvoir avoir une croissance à peu près normale dans des conditions très rudes en altitude. Le vent, le froid? Le vent, le froid, parce que du coup, la forme un peu en coussin des plantes comme ça va pouvoir éviter le dessèchement par le vent et aussi ça va permettre de garder la chaleur à l'intérieur de la plante. C'est ce qu'on appelle une forme prostrée. Une forme prostrée, tout à fait. Alors ça, c'est un arbre qui a quel âge, Finn? En fait, cette plante-là, elle était déjà là à la conception du jardin. Et en fait, il a 130 ans. Donc là, on est face au plus vieil arbre du jardin. Tout à fait. Ainsi, la taille des plantes varie suivant l'altitude. En très haute montagne, la forme prostrée est de rigueur pour résister au vent, mais les plantes ont d'autres stratégies d'adaptation pour survivre et se développer. Roland Douzet, co-directeur du jardin, parcourt les montagnes du monde pour collecter des plantes. Ah, Roland, rien à voir avec le panorama du jardin du col du Lautaret ici. Hein. Ah, on est un peu plus haut, oui. Ouais. C'est splendide, hein. Le col du Galibier domine le Lautaret de 600 mètres. Les plantes y sont davantage exposées au vent et au froid.
Tiens, Roland, regarde. Ouais. Ah, elles sont belles. C'est une petite gentiane. Ouais, la gentiane feuille étroite. Quelle bleue. Très jolie petite gentiane, hein. Donc typique de ces plantes alpines, hein, c'est une de leurs caractéristiques justement, c'est d'avoir ces énormes fleurs par rapport à la taille de la plante. On a des fleurs qui sont énormes et très très colorées. Et ça, c'est lié bien sûr à leur reproduction. C'est pour attirer les insectes. Hein. Mais alors tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de pollinisateurs. C'est pas les abeilles qui viennent ici? Non, très peu d'abeilles, hein, surtout des mouches et des papillons, essentiellement. Et quelques abeilles solitaires, effectivement, qu'on peut trouver aussi à ces altitudes. Mais globalement, il y a très peu de pollinisateurs. Quelques coléoptères aussi. Et ce sont des plantes qui ont une durée de vie exceptionnelle aussi. Hein. Oui, hein, comme leur reproduction est assez aléatoire, et donc leur descendance faible globalement, du coup, elles vont avoir des durées de vie extrêmement longues hein, par rapport à leur taille en particulier. Elles vont compenser donc cette faible possibilité de se reproduire par une longévité importante. On peut avoir par exemple des androsas, dans des plantes en coussin, qui peuvent faire peut-être 10 cm de diamètre et avoir une centaine d'années déjà. Ce qui est fou, c'est que quand on regarde un peu plus près, on passe vraiment d'un paysage d'éboulis, un peu désertique, à un paysage extrêmement fleuri, en fait. Il y en a partout. Dès qu'on met un peu le nez par terre, effectivement, on voit que c'est couvert en fait de petites plantes. Hein. Il y en a un peu de tous les côtés. Il y a la petite gentiane, la linaire des Alpes, hein, par exemple, là-bas. Violet avec le cœur orange. Et puis la petite valériane des éboulis ici, hein, donc, qui fait ses tapis comme ça dans les pentes. Et il y en a des dizaines d'autres comme ça. Ah, c'est un régal pour un... Ah, pour les yeux, c'est vraiment un régal de couleurs et de beauté. On a vraiment envie de partir à leur recherche, là. Ce qui est intéressant, et on le voit bien ici sur le col du Galibier, c'est que votre terrain d'étude ne s'arrête pas aux limites du jardin botanique du col du Lautaret. Ça en fait une spécificité quand même de votre jardin botanique. Oui, le jardin il est quand même situé au milieu d'un paysage naturel magnifique et très riche. D'ailleurs, c'est une des motivations qui a poussé les gens de Grenoble à installer le jardin au niveau du Lautaret. C'est cette richesse de la nature qui l'entoure, qui est une source perpétuelle de découverte. L'année dernière, on a trouvé par exemple une nouvelle espèce de plante que personne n'avait encore jamais vue à la Grave, très près du village en plus. Donc c'est vraiment un terrain de jeu sans fin, hein, cette nature et ses beautés. On peut dire effectivement qu'on a vraiment la chance de vivre peut-être au milieu du plus beau jardin du monde. Le jardin du Lautaret est le résultat d'un siècle d'exploration sur les étages alpins de la planète. C'est l'exploit de Jean-Paul Lachmann, son fondateur, et de ses successeurs d'avoir rassemblé la richesse des montagnes du monde dans un si petit écrin.